que le siège du G5 Sahel soit à Bamako. C'est un de vos collègues. Il a refusé quand il est ministre de la Défense. Et après son départ, on se précipite pour l'accepter. Où est la cohérence? Et vous confirmez qu'effectivement, vous n'avez pas répondu à la question sur le Gossou. Quand est-ce que vous avez été informé? Parce que nous savons, ce n'est pas important, parce que nous savons que 2 députés vous ont appelé. À l'un, vous avez dit que vous n'êtes pas au courant, mais à l'autre, vous avez donné des informations. De 2 choses l'une. Ou bien vous n'êtes effectivement pas au courant, ou bien vous envoyez les députés en bateau. Ce n'est que ça, ce n'est que ça. Vous confirmez donc que Barkhane, qui a une opération de construction d'une base militaire à Gossi. Et là, ça rejoint ce que j'ai dit par rapport aux autorités françaises. Si les autorités françaises se permettent de parler de notre pays, alors nos autorités aussi doivent parler de notre pays, parce que nous sommes un pays indépendant et souverain. À moins qu'on trompe notre indépendance, ce que vous êtes en train de faire, sur la sécurité, sur tout ce qui concerne notre pays. Et c'est là où je dis, Madame le ministre, vous n'êtes pas conseillère de la défense, vous aurez lui glisser un simple mot, mais j'ai envie d'être écouté par le ministre. Alors donc, monsieur le Président, donc je ne fais pas d'affirmation gratuite, donc je vous donne les 2 minutes qui me restent pour que vous puissiez répondre. Je reviens. Et 42 secondes. Monsieur le ministre, il vous reste 5 minutes en tout. Hein. Monsieur le Président, concernant le G5 Sahel, Monsieur le Président, je veux qu'on évite de distiller des choses mensongères. Le transfert du siège du G5 Sahel ne relève pas de l'autorité d'un seul pays. Ça fait 5 pays. Et, honorable, pour être honnête avec vous, je vais vous dire que le Mali, effectivement, s'est opposé au transfert du siège à Bamako. Mais, dans le cadre des rencontres au sommet des chefs d'État du G5 Sahel, la décision a été prise et nous avons été contraints de la subir. C'est ça la vérité. Ceci dit, Monsieur le Président, je répète encore qu'il faut qu'on arrête pour le besoin de la propagande de ressasser des choses qui ne sont pas vraies. Je m'inscris en faux par rapport aux déclarations relatives aux dotations des militaires. L'honorable Omar Mariko n'est pas militaire, il n'a été dans aucun contingent, il n'est d'aucun peloton. Alors je me pose la question, d'où il sort les chiffres? D'où il sort les chiffres? Si c'est de chez nous, ce sont des chiffres qui ne sont pas corrects. Je le dis et je l'assume. Monsieur le Président, autre chose. Concernant l'installation des éléments Barkhane à Gossi, dans le Gourmand, il ne s'agit pas d'implantation de camps de façon particulière. Partout où Barkhane évolue, il est obligé d'aménager un site où doivent camper ces hommes. C'est aussi élémentaire. Et c'est en complémentarité avec ce que nous faisons au niveau national, Monsieur le Président. Pour le moment, je ne sais pas si honorable a d'autres choses, je m'en arrête là d'abord. Monsieur le ministre, vous avez... Oui, combien 2 minutes 35, donc il vous reste 2 minutes. Il ne me reste qu'à demander aux honorables députés de faire une résolution pour empêcher l'installation de G5 Sahel à Bamako. Deuxième chose, monsieur le ministre, je suis malien
je suis député et en tant que Malien et député, j'ai occupé de hautes fonctions dans cette République. J'étais membre du comité de transition pour le salut du peuple. J'ai dirigé l'Assemblée nationale en tant que 8e et 9e vice-président. Vous n'avez pas besoin d'être ministre de la Défense pour savoir ce qui se passe dans mon armée. Et bien de choses, je les ai passées sous silence. Bien de choses, je dis bien. Pas pour vous, pour ceux qui nous écoutent, parce que ça peut être dommage pour notre pays. Mais ce que je vous dis là, les ennemis le savent. Et votre responsabilité est entière dans la destruction programmée de notre armée. Et je vous dis encore une fois, je précise que vous n'aviez pas du tout, vous n'avez sorti aucun plan ici. Et comme hier, par rapport à la reconstruction de cette armée-là, vous vous déportez Barkhane, G5 Sahel, etc., etc. Et si vous aviez écouté ces hommes de rang, si vous dites que ce n'est pas votre niveau, vous êtes au niveau stratégique, mais comment vous allez radier 700 personnes, que le commandement soit intact? Le commandement n'est pas responsable. Et monsieur le ministre, comme vous dites que vous voulez parler vrai et sérieux, pouvez-vous rendre public devant le peuple malien les enquêtes qui ont été faites pour savoir le nombre exact de militaires que le Mali mobilise? Et l'argent qui sort pour ce nombre fictif, vous pouvez le dire publiquement? C'est là où vous allez vous rendre compte, encore une fois, qu'il y a beaucoup de choses que je n'aimerais pas dire ici, mais à hauteur de responsabilité, je dis simplement, vous n'êtes pas suffisamment responsable pour faire face à la situation actuelle de notre pays, de notre armée. Revoyez encore votre conseil de guerre. Voyez encore, ce n'est pas Barkhane, ce n'est pas Serval qui a sauvé le Mali à Kona. Les militaires maliens qui étaient sur le terrain et qui ont été blessés sur le terrain, qui manipulaient des agents, à qui on a dit de quitter les lieux et d'attendre l'arrivée de l'armée, l'aviation, le samedi matin, peut manifestement démontrer que ce n'est pas Serval qui a sauvé le Mali, bien au contraire. Alors donc, puisque vous ne voulez pas parler des étrangers, c'est parce que c'est là où je pose la question de savoir quelle est la rançon de notre sous-traitance. Bon, monsieur le ministre, vous avez 2 minutes si vous voulez intervenir, 2 minutes 25. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable. C'est une règle que l'un peut voir le verre à moitié vide, là où l'autre voit le verre à moitié plein. Chacun est dans sa raison. Le peuple malien est témoin de ce qu'il a vécu et certainement n'est pas amnésique. C'est qui a fait quoi et quand. Monsieur le Président, je ne suis pas rentré dans les détails de ce que nous sommes en train de faire pour la réorganisation globale de notre armée, parce que ce cénacle n'est pas là le lieu où je dois venir exposer les questions de fond relatives à l'armée malienne. Honorable, vous avez certainement un avantage, c'est celui de pouvoir dire tout. Mais moi, il y a des éléments que je ne peux pas aborder ici simplement parce qu'ils relèvent des questions de défense et le Mali n'innove en rien dans ce domaine. Partout dans le monde, certaines questions relatives à la défense sont examinées et débattues en des lieux appropriés. Donc, honorable député, concernant les malversations que vous évoquez en filigrane qui se passeraient au niveau des militaires, oui, on dit beaucoup de choses, mais
Depuis bientôt 7 mois que je suis ministre de la Défense, monsieur le député, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai senti, je suis en train de faire évoluer également beaucoup de choses. C'est ça ma mission. Et vous n'êtes pas satisfait de ce que je fais, c'est votre droit. Nous sommes en démocratie. Mais pour l'instant, investir de la mission qui est la nôtre, je suis en poste, je me bats à tous les moyens pour remplir ma mission telle que on me l'a assignée, et ceci pour l'intérêt de notre pays. Merci. Vous avez consommé la moitié du temps, la moitié de votre temps. Beaucoup a été fait, sauf que tous les jours, les gens meurent et ce n'est pas en décroissant, mais c'est en croissant. Tous les jours, il y a des milices qui se créent pour combler votre vide, à tort ou à raison. Monsieur le ministre, vous avez un avantage que vous ne savez pas certainement, que j'exploite sérieusement. C'est que vos gestes, vos actes sont plus visibles que vos paroles. Malheureusement, vos actes sont destructeurs. Voilà la différence. Et j'ai un self-control. Pas par rapport à vous, par rapport à une idéologie. Mon self-control, c'est par rapport à ma patrie, qui souffre énormément. Et si aujourd'hui vous osez dire que je vois le verre à moitié rempli, c'est que vous n'avez pas compris que votre verre est vide. Parce qu'il est vide. On peut aussi être atteint d'une myopie telle que l'on puisse dire que le verre est à moitié rempli, puisque le verre donne des reflets. Monsieur le ministre, pour tout dire, moi je pense simplement que ce pays a besoin d'une autre orientation que ça. Monsieur le ministre, interrogez votre jeunesse militante. Vous vous rendez compte que vous êtes complètement en contradiction avec tout ce que vous avez prôné jusque-là aujourd'hui. Je ramène la question à ce niveau parce que vous ne savez pas prendre conscience de la gravité dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui et du danger auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Cette interpellation, je vous en prie. C'est fini? Oui, je vous en prie, parce que tous les petits problèmes, détails que vous donnez là, ne font pas partie de ce débat. Non, 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 je l'ai dit dès le départ. Quand on dit à un responsable, c'est la personnalité qu'il y a lieu ici de respecter. Comment on le respecte lui-même? Président, vous savez, on dit à un responsable qui dit tout. Ce n'est pas une marque de respect. Un responsable qui dit tout, ce n'est pas un manque de respect, c'est pas une marque de respect. C'est au contraire une façon d'infantiliser. Il le sait très bien. Et je le comprends aussi. S'il veut encore, s'il me reste une minute, je reviens. Ben non, lui, son temps est fini. Il n'a plus de temps, il ne peut pas. Voilà. Monsieur le ministre, c'est conformément à tout cela que je dis franchement que votre gouvernement est à revoir. Voilà. Donc, on vient de finir avec le premier, mais je vais en profiter pour vous demander la chose suivante. On peut dire tout ce que l'on pense, hein, ça ici la parole est très libre, hein, mais vraiment il ne faut pas qu'on donne l'impression d'être un tribunal aussi. On n'est pas ça. Non, on n'est pas un tribunal. Voilà. Je vous en prie. Je passe donc la parole à l'honorable Cheftara Nimaga pour poser ses questions au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Honorable député, Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, suite à la marche du 5 avril 2019, j'ai constaté avec amertume que de façon délibérée, les forces de l'ordre ont attaqué avec une violence inouïe
la Zavia Sis Anyarela, où il y avait les disciples de Cheikh Amana en train d'accomplir les rites religieux. Ce comportement qui jure avec l'éthique et le professionnalisme, tant vanté par les autorités, interpelle à plus d'un titre. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je voudrais avoir de votre part des réponses claires et précises sur ce comportement des forces chargées du maintien de l'ordre. 1. Pouvez-vous nous expliquer, devant la représentation nationale, les dispositifs qui étaient en place ce jour-là? 2. Pourquoi, parmi tous les lieux de culte, seule la Zavia de Nyarela, l'une des plus vieilles de la République du Mali, est réputée pour sa passivité, a pu être ciblée avec autant de violence? Monsieur le ministre, c'est quoi une minute 33. Vous avez la parole, monsieur le ministre, pour les réponses à ces questions. Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord rappeler à l'honorable député avec qui j'ai eu à échanger dans la foulée de l'événement que le maintien d'ordre que nous enseignons dans notre pays est une école de tolérance. Nous enseignons à nos jeunes que maintenir l'ordre ne veut pas dire faire face à des ennemis. Il s'agit de nos parents qui sont en train de manifester et que nous essayons de protéger ou de protéger des infrastructures. Alors on parle de la manifestation du vendredi dernier qui était autorisée, qui a été encadrée et dont nous avons salué le professionnalisme des forces, aussi bien la sagesse des organisateurs et le comportement des manifestants. Sauf que, en marge de cette manifestation, il y avait des individus qui avaient d'autres intentions. Des intentions différentes de ce qui a été demandé par les organisateurs eux-mêmes. Ils ont d'abord voulu s'attaquer à la résidence du Premier ministre, s'attaquer à Kourouba, et il y a eu une course-poursuite avec d'autres forces mobiles pour les empêcher de bloquer la circulation, pour permettre également au reste de la population de vaquer à ses occupations. Honorable député, vous voulez des réponses claires. La réponse est que la Zavia à Nyarela n'a jamais été une cible. Elle n'a jamais été attaquée parce que nous connaissons sa valeur et que les éléments qui sont chargés du maintien d'ordre sont aussi pour l'essentiel des musulmans qui connaissent. Donc il n'a jamais été question d'attaquer cette Zavia, sauf que à partir du musée national, des éléments qui voulaient monter, qui ont été pourchassés, se sont déplacés vers Nyarela, vers Bozola. À Nyarela, au niveau du carré des martyrs, il y avait des pneus qui étaient brûlés, qui barraient la rue. Et les véhicules étaient caillassés. Nous avons eu 2 blessés et nous avons eu le pare-brise d'un véhicule complètement brisé. À cet endroit-là. C'est à ce moment-là que des grenades lacrymogènes ont été lancées sur les jeunes qui étaient là pour les disperser. Et vous savez, une fois que le gaz lacrymogène est dans l'atmosphère, on ne peut pas orienter le sens du vent. Donc ce qui fait qu'au niveau de la mosquée, effectivement, il y a eu du gaz au niveau de la mosquée. Et quand nous avons été alertés, comme quoi il y avait ce genre d'action tout près de la Zavia, des instructions ont été immédiatement données pour que les éléments se retirent. Et donc, je voudrais aussi à ce niveau-là saluer l'action de conciliation que le maire de la commune 2, les familles Dramé de Nyarela et Haïdara de l'Hippodrome ont eu à conduire, parce que nous les avons approchés pour expliquer ce qui s'était passé. Puisque ceux qui n'étaient pas sur place et qui ont été alertés par d'autres ont été tous choqués en disant que comment se fait-il que les forces de l'ordre puissent attaquer une ville. Nous l'avons expliqué qu'en aucun cas nous ne pouvons attaquer un lieu de culte. Ce n'est pas dans notre culture et ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne à nos jeunes. Je crois que cette manifestation, la façon dont ça s'est déroulé, vous l'avez tous salué. Et donc, c'est comme ça, en marche, il y a des gens de mauvaise volonté qui ont voulu semer du désordre et il était de notre devoir de les empêcher de bloquer la circulation. Malheureusement, ils se sont retrouvés au niveau, à hauteur de la Zavia.
En les dispersant, effectivement, les fidèles qui étaient à l'intérieur ont pu ressentir du gaz. Pour ce qui est des douilles qui ont été exhibées, cela est facile. À chaque fois qu'on les balance, les jeunes ramassent aussi. Et donc, on a pu montrer cela. Donc, je voudrais vous rassurer et raffirmer devant la représentation nationale qu'il n'a jamais été question d'attaquer la Zavia et qu'il n'en sera jamais question. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. 4 minutes juste. Ouais, Cheikh Tahara Nimaga, vous avez la parole encore une fois. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, je vous rappelle qu'il y a un responsable dans toutes les Zavias. Alors, pourquoi les agents chargés de maintien d'ordre n'ont pas pris attache avec le responsable de la Zavia de Niarela au lieu de l'attaquer? Une vieille et célèbre Zavia où Cheikh Amaoula a fait ses prières. C'est pourquoi nous disons qu'elle est célèbre. La Zavia de Niarela est l'une des plus anciennes à travers le monde, car elle fut construite par Cheikh Amala, même vers les années 1924. Son premier responsable est Moukadem Fichal Khalifa Dramé, a remplacé Charles Khalifa Dramé jusqu'à sa mort en 1956. Il fut remplacé par son fils Suleiman Dramé, qui était à la tête de la Zavia jusqu'à son décès en 1962. Le troisième Moukadem est Mohamed Dramé. Ensuite, Ismaël Dramé. Honorable Nimaga, s'il vous plaît. Et enfin, s'il vous plaît, Karim Dramé qui dirige aujourd'hui la Zavia. Nimaga, vous êtes là? Oui, juste pour dire qu'il s'agit bel et bien de l'attaque de la Zavia. J'ai fini. Là, vous êtes en train de... J'avais voulu écrire un peu. C'est l'attaque de la Zavia que vous êtes en train d'évoquer. Et c'est ce qui est dans le texte ici. Bien. On peut s'en tenir à ça. Monsieur le ministre, le shérif Mohamed Oul Chekne, ou le Mohamed Oul Sejidna Omar, ou le Hamallah, ou le shérif Ahmed, et ça continue jusqu'au prophète Mohamed Ben Ismaïl. Il a toujours respecté la légalité et l'autorité de l'État. C'est à la veille de la marche du 5 avril 2019 qu'il s'est adressé à ses fidèles le mercredi 3 avril en ces termes, je cite: « Si vous mourrez le jour de la marche, nous allons mourir le lendemain samedi. » Mais il n'a demandé à personne. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne continuerai pas. C'est un problème d'il y a quelques grenades qui sont tombées pas loin de la Zavia, ok. Mais maintenant, ce que vous évoquez, ça, vous avez un autre forum pour ça, pas ici. Il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Je vous en prie. Je voudrais dire qu'il n'a demandé à personne d'aller détruire les biens publics ou privés. Non, c'est bon là. Monsieur le ministre, c'est bon, je ne peux pas continuer. convenez avec moi que cette expression voilà. Donc, vous ne pouvez pas être plus amaliste que moi aussi. J'ai un enfant qui porte le nom du chef. Alors, mais je vous en prie, ce n'est pas le lieu de dire tout ça ici. Vous avez simplement une interpellation devant l'Assemblée nationale. En tenez-vous au terme de l'interpellation. Je vous en supplie. Mettez-lui le micro. Allez-y. Mais ce vendredi 5 avril, après la marche, des gaz lacrymogènes ont atterri dans la Zavia de Niarela, empêchant non seulement aux fidèles d'accomplir les rites, mais causant des dégâts qui sont entre autres un mort, 14 personnes grièvement blessées par les impacts de balles, dont 4 vieilles femmes, 10 bâches brûlées. Des témoins oculaires dans cette salle peuvent l'attester. Et nous avons également des photos qui sont là, qui l'attestent. Est-ce
provocation, une démonstration de force de la part du gouvernement? Est-ce une intimidation? J'avais un développé ici, puisque vous avez laissé, je vais aux questions. Question 1. Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire les mesures que vous avez eu à prendre quand vous avez appris l'attaque de la Zaria? 2. Monsieur le ministre, combien de lieux de culte ont-ils été attaqués à Bamako ce jour-là? Et pourtant, Nyarela seul en compte plusieurs. 3. Pensez-vous que prendre position pour une marche équivaut à être contre ce régime? 4. Cette attaque de la Zaria était-elle une bavure de nos forces ou était-elle préméditée? Oui, merci. 5 minutes 10, ce qui vous amène à 6 minutes 43. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour vos éléments de réponse. Monsieur le Président, honorable député, il n'y avait pas de préméditation, il n'y a pas eu de bavure, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque. Je le dis, je le répète, nous n'avons pas attaqué de mosquée, nous n'allons pas attaquer de mosquée, puisque comme je l'ai dit, le maintien d'ordre est une école de tolérance pour nous. Les manifestants ne sont pas des ennemis, je le répète. Nous ne pouvions pas aller parler aux responsables de la Zavia parce que la rue était obstruée par des pneus en feu, en flammes, et que derrière il y avait des jeunes qui caillassaient les forces, qui jetaient des cailloux, qui ont blessé 2 éléments et qui ont également brisé des pare-brises. Donc il fallait les disperser comme on les a dispersés aux alentours de la résidence du Premier ministre, comme on les a dispersés au pied de la colline vers le musée national, comme on les a dispersés non loin d'ici. Et encore une fois, les organisateurs de la manifestation eux-mêmes ont eu à saluer le professionnalisme des forces. Encore une fois, ces forces sont vos forces. Ce sont vos enfants. Ils ne peuvent pas aller attaquer une mosquée. Donc je voudrais vraiment que tout le monde comprenne que nous n'allons jamais faire ça. Nous n'avons pas fait ça. Et d'ailleurs, nous avons eu à discuter avec un des enfants de Feu Dramé, le maire de la commune 2 qui s'est investi pour qu'il y ait l'accalmie. À ce niveau-là, nous n'avions même plus de problème parce qu'on s'était compris. Donc encore une fois, honorable, rassurez-vous, il n'y a pas eu d'attaque et il n'y aura pas d'attaque. Merci beaucoup. Merci. 1 minute 40. Oui, Nimaga, vous avez la parole. Ça y est? Pardon? Ah non, les choses, si c'est les mêmes, c'est... Non, là, je suis désolé. Donc, vous avez fini? Non, ça, c'est pas dans... C'est bien. D'accord? Vous avez terminé alors? Bon, donc voilà, vous avez... Sur votre temps, vous avez fait 6 minutes 43. Le ministre a fait 5 minutes 40. Voilà. Et là, nous avons fini avec cette interpellation. Alors, celle qui suit, c'est l'honorable Ousmane Kouyaté qui pose cette question à Madame le ministre des Infrastructures et de l'Équipement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonjour. Madame la Ministre, la route nationale numéro 3 constitue une des principales voies d'approvisionnement du pays, pour ne pas dire la plus importante. Madame la Ministre, les tronçons Kati Kolokani Djidjeni a atteint un niveau de dégradation qui se passe de tout commentaire. Il y a plus de 4 ans, ces tronçons n'ont pas fait l'objet
d'entretien, à plus forte raison une reconstruction. Par ailleurs, lors de l'Assemblée plénière du 28 juin 2018, séance au cours de laquelle l'Assemblée a ratifié l'accord de prêt portant au financement de la route Kuala Mourouza-Nara, 3e du genre d'ailleurs. Nous avions salué cette initiative du gouvernement, tout en demandant la reconstruction du tronçon Kati-Kolokani-Djéni. Madame le ministre, votre réponse a été la suivante. Je cite. Le gouvernement a bouclé les jeux de faisabilité, mais le financement pour les travaux n'est pas encore acquis. J'avais dit clairement que si rien n'est fait avant l'hivernage en son temps, ce tronçon sera coupé. Et malheureusement, hélas, rien n'a été fait. Madame le ministre, en septembre 2018, les jeunes de Kati, Kolokani et Djéni ont décidé de bloquer le trafic pendant des journées de sortie, avec des barricades. La suite, on les connaît. À l'issue de l'intervention du gouverneur de région et des promesses fermes, appuyées par l'approvisionnement des sites en gravier et autres, en octobre 2018, le lancement des travaux de reconstruction de l'axe Kati-Kolokani-Djéni a eu lieu avec toute la publicité en grande pompe, afin de calmer les jeunes et de faire croire aux usagers que bientôt c'est la fin du calvaire. Notre surprise a été grande et nous continuons à nous demander qu'est-ce qui n'a pas marché, car les travaux sont arrêtés. En outre, comme si cela ne suffisait pas, en décembre 2018, lors de la séance d'adoption du budget d'État 2019, n'ayant pas vu une ligne prenant en charge les coûts des travaux du tronçon Kati-Kolokani-Djéni, à la question adressée à M. le ministre des Finances et de l'Économie sur la capacité de financement de ce tronçon dans le devoir budgétaire d'État, M. le ministre nous a livré une réponse politique en lieu et place d'une réponse technique. En évidence, une telle réponse venant de la part de celui qui est en charge des questions financières et économiques du pays ne peut qu'en rajouter à l'inquiétude, au doute et au désespoir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'annoncer d'ores et déjà que mes questions portent essentiellement sur l'axe Kati-Kolokani-Djéni, car le tronçon RN3 qui a fait, sur le tronçon RN3 qui a fait l'objet de lancement officiel pour réhabilitation et réflexion. Qu'à cela ne tienne, certaines questions visent l'ensemble de la RN3 en raison de l'importance de cette route pour l'économie du pays. Madame la ministre, question. Question numéro 1. Madame la ministre, pouvez-vous confirmer devant le Parlement que le financement existe pour la reconstruction du tronçon Kati-Kolokani-Djéni? Deuxième question. Madame la ministre, quel est le montant prévu pour les travaux et à quel niveau se situe le blocage des fonds pour la raison des 10 travaux? Question numéro 3. Madame la ministre, pourriez-vous nous fournir les détails du contrat des travaux tout en situant les responsabilités de l'arrêt des travaux? Madame la ministre, question numéro 4. Quelles ont été les dispositions prises par votre département pour le suivi du chantier, comme ce fut le cas pour les travaux de la route Monaco-Pirikoro ou encore les ponts de Caille? Question numéro 5. Madame la ministre, quelles sont les solutions et moyens préconisés par le département pour venir à bout du calvaire des usagers? Question numéro 6. Madame la ministre, pourquoi l'entretien routier annuel ne se fait plus sur le tronçon Kati-Kolokani-Djéni? Question numéro 7. Madame la ministre, qu'est-ce qui explique alors le manque de réaction appropriée du département face à la situation, le calvaire des usagers sur les routes importantes pour l'essor économique du pays? Question numéro 8. Madame la ministre, confirmez-vous les propos du ministre de l'économie et des finances quand il dit que l'attribution du marché a coïncidé avec le soulèvement des jeunes de Kati et de Kolokani? Si oui, pourquoi cet arrêt inexplicable des travaux? Et sinon, que comptez-vous faire? Et enfin, Madame la ministre, question numéro 9. Concrètement,
Le lancement des travaux de la Sécurité était un coup médiatique de propagande ou réellement c'était fondé officiel. Dites-nous la vérité. Je vous remercie. Bon, s'il vous plaît. Maintenant, avant que le ministre ne vienne, je vais quand même, chers collègues, il faut que nous nous entendions sur une chose. Si chacun d'entre vous, un à un, devait se lever pour dire ici ce qu'il y a chez lui qui n'a pas été fait, pourquoi ce n'est pas fait. Non, je vous en prie, je vous en prie. Je n'ai jamais entendu ça ici. Ta propre localité, tu viens et tu dis ça. Ce n'est pas la question de localité. Vous êtes un député national. Non. Vous n'avez pas le droit de venir ici pour vous exprimer de cette façon. Je vous en prie. Le règlement est très clair, le débat c'est entre le ministre et le député interpellateur. C'est pas ça. Je vous en prie, monsieur le président. Pas une interpellation utile, ça. Ok. Madame le ministre, j'attends les réponses de mes questions, monsieur le président. Je veux bien, mais on ne va pas se servir de cette tribune pour faire sa campagne. Hein? Oui. Si on le fait, si vous acceptez, vous ne pourrez plus refuser. C'est ça le problème des compromis là. Quand vous acceptez, vous ne pouvez plus refuser. Si vous n'acceptez pas, à ce moment-là, la question est nulle et non avouée. C'est la plénière qui décide. Moi, je ne décide rien. Si vous voulez que ce soit répondu, eh bien demain, ce sera le tour de l'autre, et un autre, et un autre. Et vous ne pourrez rien dire ici. Parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Franchement. Non, pardon. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous demandez, mais vous n'avez pas encore obtenu la parole. Oui, je ne sais pas ton droit. Tu as recommencé. Hein? Tu as recommencé. Je n'ai pas accepté. Viens couper ça. Viens couper. Bon, voilà, écoutez-moi. Ce qu'il est en train de faire là, je vais vous dire exactement la réaction que je vais avoir. Il veut saboter cette histoire-là. Il veut saboter. Il est venu pour ça. Je vais vous dire simplement ceci. Il va arrêter tout de suite, ou alors je serai obligé. Il faut écouter d'abord le président. Je ne lui ai pas donné la parole. Vous voyez pas de sabotage, je demande sa voix. Je ne lui ai pas donné la parole. Je ne lui ai pas donné la parole, il est venu pour saboter la séance. C'est ce qu'il veut faire. Et ça ne se fera pas ici. En tout cas, président, tu n'es pas là pour défendre le gouvernement, tu n'es pas avocat du gouvernement, monsieur le président. J'ai dit, tu ne feras pas ici. Tu n'es pas là pour ça. Tu ne le feras pas ici. Voilà. Il est venu pour ça. Il est en mission, on le sait. Bon. Maintenant, je dis encore une fois, si vous acceptez ça, moi je suis prêt à lui donner la parole. Mais, j'ai dit encore une fois, si quelqu'un demain, je dirai non, je lui donnerai la parole. Vous voulez vous prononcer? Oui, je vous en prie. Le problème, si lui, je l'ai dit déjà, il prend juste le problème qui regarde sa circonscription. Eh bien, pardon, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous avez aussi, vos problèmes là-bas. Si vous venez les exposer, lui il vient aussi. On ne va pas parler de problème national, mais il y a une manière de faire. Je vous en prie, 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 Honorable Kouyaté, vous êtes obligé de respecter cette salle. Vous êtes obligé de respecter cette salle. J'ai simplement demandé quelque chose, pas autre chose. Moi, il y a déjà quelqu'un qui est là, non? Bakary, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il a parlé d'une route nationale. 1. 2. L'honorable Boubacar Sissoko n'est pas là. Il a parlé aussi d'une route qui relevait de sa circonscription. 3. Moi-même, j'avais écrit au ministre des Finances pour demander des informations par rapport à l'interconnexion Côte d'Ivoire-Mali, en me limitant à la partie qui relève de Sikasso.
et j'ai reçu des réponses dans ce sens. Et c'est un dossier que vous avez reçu, vous l'appréciez, vous l'envoyez. Dès que c'est envoyé avec les questions, je pense que ça revient maintenant au député d'apprécier dans un sens ou dans l'autre. Donc ça a été toujours fait comme ça, et je pense qu'il faut continuer comme ça. Merci. Oui, Agali, je veux quelques avis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que le problème, c'est vous m'excusez, parce que vous n'avez même pas droit à participer dans les débats. Ça, c'est un. De deux, si quelqu'un a violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous l'arrêtez en précisant quel article il a violé. C'est aussi simple que ça. Mais nous sommes là. S'il y a des problèmes, on ne peut absolument rien faire que de venir interpeller. C'est tout. Ce n'est pas une question de chacun ne doit pas parler de choses. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que du président, si quelqu'un viole les règlements de l'Assemblée nationale, vous l'arrêtez. Vous dites que vous avez violé tel article. Point à la ligne, vous êtes le chef ici. C'est tout. Mais vous n'avez pas le droit de participer dans les débats. Et ça aussi, vous le faites. Je vous remercie. Le règlement n'est fait que parce que nous voulons bien faire. C'est tout. Hein. Sinon, c'est pas une Bible. Hein. Ni un Coran. C'est juste pour bien faire. Ça veut dire quoi? Si tout le monde, je le dis et je le répète, si vous êtes d'accord avec moi, vous ne pouvez pas dire le contraire ici. Vous avez dit ça et vous ne pouvez pas dire le contraire. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord qu'on lui donne la parole? Vous êtes d'accord? Non, pas vous, ça c'est d'accord là-bas. Mais ici, vous êtes d'accord qu'on fasse comme ça? Ah, vous voyez? Oui. Troisième avis et dernier avis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est pour vous dire tout simplement que la route nationale numéro 3... La même chose. Mais il faut écouter ce que j'ai dit. Mais il faut écouter ce que j'ai dit, vous commencez à réagir, il y a un problème. Allez-y. Monsieur le Président, c'était pour vous rappeler tout simplement que vous sachiez que la route nationale numéro 3 ne commence pas à Bamako et s'arrête à Kolokani. C'est pour vous dire que la route numéro 3, nationale 3 va jusqu'à Diboli, va jusqu'à Dakar. Cela veut dire que l'interpellation qu'il est en train de faire concerne l'ensemble des députés de la République du Mali. Parce que moi j'en viens hier, pas avant-hier, hier seulement, hier à cette heure-ci, j'étais sur ce tronçon. Donc la question qu'il pose, elle est nationale. Elle n'est pas locale, elle est nationale. Donc il faut permettre aux gens de débattre la question. Pour finir, Monsieur le Président, veuillez accepter que nous sommes dans une institution parlementaire où la liberté est donnée vraiment aux députés de dire ce qu'ils pensent. On ne peut pas empêcher un député. Non, Monsieur le Président, il faut que vous cessiez. Vraiment, il faut que vous cessiez. Vraiment. Vous avez fini, je vous remercie beaucoup. C'est déjà bien. Il faut que vous arrêtez, Monsieur le Président, d'empêcher les gens d'exercer leurs droits constitutionnels. C'est dans la Constitution, Monsieur le Président. Vous n'avez pas d'autre à me donner. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Je vous donne la parole. Si vous avez fini, je vous remercie. Vous pouvez rejoindre votre place. D'accord, mais c'est pour dire qu'il parle au nom de tous les Mali. Ce n'est pas au nom de Kolokani. Merci. Bon, alors on va lui donner la parole. Et puis désormais, ce problème est réglé. On continuera comme ça. Madame, vous voulez bien venir répondre donc à ces questions-là. 5 minutes 50, vous avez mis pour poser des questions créatives. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole devant cette auguste assemblée pour me plier à l'exercice républicain, à savoir répondre aux questions orales de l'honorable Ousmane Kouyaté, député élu à Kolokani. Et je profite pour le remercier pour la pertinence de ces questions, et cela témoigne l'intérêt qu'il accorde au développement des infrastructures routières, en particulier la route RN3.
Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer encore une fois toute la disponibilité de mon département à être à l'écoute constante des élus de la nation et à faire sienne leurs préoccupations. Nous sommes convaincus que le développement d'un pays comme le nôtre passe entre autres par le développement des infrastructures routières. C'est dans ce cadre qu'un vaste programme de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes est en cours d'exécution ou envisagé, et cela à travers l'ensemble du territoire national. Ce programme s'appuie notamment sur les besoins des populations, le potentiel humain, agricole, minier et touristique. S'agissant des questions posées par l'honorable Kouyaté, elles figurent en priorité dans mon département au regard de l'importance de la dégradation du tronçon Kati-Djéni, du corridor Bamako-Dakar par le nord, qui est lui-même un corridor extrêmement stratégique dans l'approvisionnement de notre pays en produits de tout genre, riz, sucre, huile, sel, hydrocarbures, j'en passe. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais répondre aux questions. Question numéro 1. Pouvez-vous confirmer devant le Parlement? Je confirme qu'il y a le financement. En effet, le financement a été proposé par le ministre des Finances et de l'Économie et des Finances sur le budget d'État. Exercice budgétaire 2018, 2019, 2020. Deux mandats ont déjà été émis d'un montant de 15 milliards 696 millions au profit de l'AGETIP Mali qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet au titre de l'année 2018. Et le projet bénéficie d'une dotation budgétaire de 9 milliards 5 au titre de l'année 2019. Ce projet est inscrit dans la loi des finances 2019, section 700, programme 2065, action 01, chapitre 32, 6, 2018, 3078 001 60. Nature 23 5 102. Nous pouvons voir en page 405 du document de programmation pluriannuelle des dépenses et des projets annuels de performance 2019-2021 et au BSI à la page 114. Le montant prévu pour ces travaux est de 74 milliards 314 millions 850 129 francs CFA, toutes tâches comprises. Le marché a été conclu entre l'AGETIP Mali, qui est je le répète, le maître d'ouvrage délégué, et l'entreprise Sogea Satom, qui est en charge des travaux. Ces travaux, effectivement, il n'y a pas de blocage que nous connaissons, il n'y a pas de blocage de fonds, il y a sûrement une lenteur administrative qui fait que la procédure prend du temps à être mise en place, mais il n'y a pas de blocage. Les détails du contrat de travaux. Les travaux seront... il s'agit de la réhabilitation de la route Kati-Djéni pour un premier tronçon de 150 km jusque de Kati à Djéni, qui sera sur en bicouche, qui sera en bébé 5 cm sur une largeur de 10 mètres et une longueur de 150 km, avec les ouvrages qui vont avec. Le délai d'exécution est de 30 mois. Le projet a effectivement démarré le 23 octobre 2018. Parce que dans la section que je viens d'annoncer, de Kati-Djéni, donc, en passant par Kologani, il y avait une partie urbaine, une section urbaine à Kati, entre le point zéro qui est le rond-point et la sortie au niveau du péage, qui était extrêmement dégradée et qui nous avait été signalée comme accidentogène. Nous avons donc ordonné à l'entreprise de procéder rapidement à une réhabilitation correcte
de ce tronçon, c'est que nous avons fait les travaux suivants sur le contrat, et donc l'OS a été donné, l'ordre de service a été donné, et lorsque nous avons donné l'ordre de service, nous avons attendu quelques temps. Il se trouve que je devais aller faire une mission à Caille. Nous n'avons pas fait de lancement en grande pompe, parce que le lancement en grande pompe veut dire que nous avons mis des bâches, nous avons invité la population, nous avons mis tout le monde à contribution. Non. Nous avons juste donné l'ordre de service à l'entreprise de commencer les travaux en leur indiquant de prendre sur les 20 premiers kilomètres qui sont entre le rond-point PK0 et le péage, de faire des travaux pour améliorer ce tronçon et éviter ainsi toute possibilité d'accident au maximum. Nous avons donc ceci fait, l'installation de l'entreprise a commencé, les travaux d'entretien dans les zones les plus dégradées de la route, y compris dans la traversée de la ville de Sikasso, afin de maintenir la circulation. Il s'agit là des travaux de recyclage de la chaussée et d'exécution en revêtement monocouche sur un linéaire de 20 km. Le démarrage des études d'exécution, parce que pour les ingénieurs qui sont dans la salle, ils savent que nous ne faisons aucun travaux. Quels que soient les travaux que nous donnons, il y a toujours des études d'exécution qui seront approuvées par les bureaux d'études. Je pense qu'ils sont là dans la salle. La réalisation de points d'eau pour pouvoir avoir l'eau nécessaire pour travailler sur la route. Et maintenant, l'exécution de travaux de débouchage et de bouchage de nids de poules sur certaines sections, à savoir de Katichka au PK 54 et du PK 95 au PK 113. Bien sûr, nous avons rencontré des difficultés parce que, comme je vous avais dit, les lourdeurs administratives nous ont pas permis d'évoluer au rythme que nous voulons. Nous avons donc, à partir de ce moment, constaté que au lieu de faire des plages vides dans le délai d'exécution de l'entreprise, nous avons demandé une interruption des travaux pour que toute l'administration soit mise en place et que quand les travaux vont démarrer, ils démarrent d'une seule traite. Que ça valait mieux que de faire des petits morceaux. On commence, on arrête un mois parce qu'on n'a pas fini de régler tel problème administratif. Nous avons demandé l'arrêt des travaux pour mettre en place toute la logistique nécessaire que les travaux commencent et ne s'arrêtent plus. Ainsi donc, l'entreprise, aujourd'hui les travaux, les lenteurs sont derrière nous. Le bureau d'études a repris les plans les études d'exécution qui seront remises à l'entreprise très bientôt, qui pourra enfin commencer et démarrer effectivement sans plus s'arrêter. Quelles sont les dispositions prises pour le suivi? Oui, comme je vous l'ai dit, aucun chantier ne commence sans qu'il y ait le contrôle et la surveillance. Aucun. Quand nous avons fini de sélectionner l'entreprise, tant que le bureau d'études n'est pas sur place, l'os ne peut pas être donné. Le bureau d'études se positionne avant l'entreprise et pas après l'entreprise. Donc aucunement nous ne pouvons dire que nous n'avons pas fait de suivi de corollaire. Et ça, ici, c'est le bureau d'études SIRA SAS qui a eu le marché. Et à ce niveau-là aussi, c'est toujours au niveau de l'AGETIP, une unité de coordination du projet a été mise au sein de la Direction nationale des routes et elle est composée d'ingénieurs et de techniciens qui feront la supervision. Quelles sont les solutions pour venir au bout de Calvaire? Nous avons déjà dit, nous avons déjà fait l'entretien routier sur les 20 premiers kilomètres dans la zone urbaine de Kati. Nous avons demandé un entretien routier par l'entreprise Satom qui l'a fait, je vous ai cité les PK sur lesquels ils ont travaillé pour maintenir ce trafic. Et beaucoup de gens, même celui qui a quitté hier, peut dire que c'était mieux que bien avant. Il y a beaucoup d'améliorations. L'entretien routier qui n'est plus fait sur le tronçon Kati-Kolokani d'Igénie. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais rappeler quand même que cette route a été inaugurée en 2002. Quand nous l'avons inaugurée en 2002, il y a immédiatement en septembre 2002, il y a eu la crise qui a secoué notre voisine de la Côte d'Ivoire, et qui a fait augmenter immédiatement le tronçon sur cette route RN3. Et cette route n'avait pas été faite en bébé, elle avait été faite en bicouche, conformément au trafic qui avait été ressorti des études.
Donc il y a eu une augmentation d'au moins 40% qui a agressé très rapidement cette